Pareto disait de l'histoire qu'elle est un cimetière d'aristocrates. Mais l'histoire a décampé. Elle écrit ailleurs d'autres scénarios. C'est triste à constater, surtout de près. Rideau sur la douce France dont les angélus depuis Saint-Martin auront scandé les joies et les peines, et qui, outre les saints et les héros, auront produit ce miracle somme toute bref, l'honnête homme à la française. Alors il croit surtout que la droite n'est pas l'envers de la gauche, mais plutôt l'incrédule de ses dogmes, le mouton noir de ses troupeaux rouges, l'insoumis de ses régiments. Une présomption d'école buissonnière pèse sur ses inclinations. Elle est lourde d'ambiguïté et ne délivre aucune certitude. Elle ne suffit pas à orienter une quête. Appelle, définit-elle une gamme d'états d'esprit. C'est une solitude parmi d'autres, rien de plus. Alors, aux fraternités pesantes des camarades, il préfère l'intimité des êtres choisis. Il préfère les chemins de traverse aux boulevards sentimentaux. Il préfère les maisons de famille aux maisons de la culture. Il préfère les idées qui émeuvent à celles qui mobilisent. Et contrairement aux sociologues qui enferment l'humain avec des instances mesurables, il croit que l'humain échappe au quantitatif par les portes dérobées de ses désirs, de ses aspirations et de ses hantises. Alors ensemble, ce soir, nous allons aller à Port-en-Bessin pour assister aux obsèques d'une époque et ouvrir son testament devant un notaire sans visage, la conscience moderne. Camille Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Camille Pascal, on va parler. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Scènes de la vie quotidienne à l'Élysée, qui est dédié à vos enfants, vous dites, à qui Sarkozy a volé 18 mois en quelque sorte. Oui, alors d'abord c'est un livre, c'est le livre qui m'a fait connaître, c'est un livre maintenant ancien, il a exactement 10 ans, c'est-à-dire que je l'ai écrit au lendemain de la défaite de 2012. Et je l'ai écrit avec un sentiment d'urgence, c'est-à-dire que nous quittons l'Élysée le 15 mai. Je commence à envisager l'idée d'un livre. Je propose à mon éditrice, à l'époque Muriel Beyer chez Plomb, d'écrire un dictionnaire amoureux de l'Élysée. Et elle me dit, mais non, pas du tout, il faut simplement que tu écrives ce que tu as vécu. Et donc, je commence à réfléchir. J'ai pas vraiment je n'ai pris aucune note pendant ma collaboration avec le président à l'Élysée. Et je me dis, comment est-ce que la mémoire va se construire et au fond, qu'est-ce que je veux écrire? Alors, d'abord, je vais voir le président lorsqu'il rentre. Il avait pris plusieurs semaines de vacances. On se voit, si mes souvenirs sont bons, le 15 juin, donc un mois après la défaite. Et là, je lui fais part de mon projet en lui disant, est-ce que je considère normal de lui en parler? Est-ce qu'il le souscrit? Que évidemment, je le lui ferai relire. Et il me dit, ah, c'est une excellente idée, je ne relirai rien. Voilà. Donc, je dis, oui, mais enfin, non, rien du tout. Donc, bon, et je m'enferme dans une maison pas loin de celle que vous connaissez, dans le Bessin normand, et je vais écrire comme ça pendant plusieurs semaines de façon presque... oui, je déverse en réalité. Alors pourquoi ? Pour deux choses. D'abord, je pense que raconter ce qui m'est arrivé, qui n'était pas banal, car je ne connaissais pas Nicolas Sarkozy, il me recrute en réalité par l'intermédiaire de Carla, que je connaissais un peu. Il me fait venir sans en parler à Claude Guéant, à l'époque secrétaire général de l'Élysée. J'étais là normalement pour m'occuper de l'audiovisuel et de la culture, et en définitive, je termine par écrire très vite, au bout de 2 jours, j'écris ces discours, en partie avec Henri Guénaud. Et donc, d'abord, je pense que c'est une façon pour moi de prolonger artificiellement l'aventure, pour la bonne et simple raison que la sevrage est brutal. Parce que la politique, on a l'habitude de dire que la politique c'est une drogue, mais la politique avec un homme comme Nicolas Sarkozy, c'est plus qu'une drogue. C'est-à-dire que le charisme du personnage, avec lequel je finis par être le matin, le soir, vous shoot tous les jours à l'enthousiasme d'abord et à l'optimisme. Bon. Donc ça s'arrête, c'est-à-dire que tout s'arrête en même temps.
à la fois le cadre très protecteur de l'Élysée, mais ça on sait quand on est un peu quand même conscient que ça va pas durer la vie, hein, les voitures, le chauffeur, les boiseries 18e, le jus d'orange à 16h15, donc tout ça à un moment ça s'arrête. Mais ça on le sait. Mais vous êtes à un moment T, vous êtes séparé donc de l'homme pour lequel vous travaillez, de ceux avec lesquels vous travaillez, alors qu'ils soient, quelle que soit l'opinion que vous ayez sur eux, tout s'arrête. Donc je pense qu'il a fallu que, voilà, artificiellement par l'écriture, je poursuive l'aventure. Et puis la deuxième chose, je crois que c'est que je suis tellement imprégné de Nicolas Sarkozy, de son discours, de sa pensée politique, qu'il faut au fond que, parce que tout ça je m'en suis imbibé pour être sa plume, qu'il faut que, au fond, je me libère de ça aussi. Sinon on explose. C'est-à-dire qu'il faut que je retrouve ma vie. Et pour retrouver ma vie, il faut que je vide celle que je me suis appropriée. Oui, quelque chose de cathartique. C'est une catharsis complète. C'est-à-dire qu'il faut que je me sépare, sinon on devient fou. Et donc voilà. Et donc j'écris ce livre et au fond, je me dis, je vais raconter ce qui m'est arrivé depuis le premier jour où je traverse la cour d'honneur, jusqu'au jour où je la traverse dans l'autre sens pour quitter le palais. Et le moyen qui me vient, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est de raconter les grandes scènes que j'aurais vécues à ses côtés. Alors c'est là que la littérature va s'inviter chez moi d'ailleurs, parce que avant j'avais écrit des livres d'histoire, j'avais pas écrit. Et donc certains souvenirs, je vais évidemment syncrétiser des épisodes, mais en gros ça va être ça. Et j'ai comme ça un certain nombre de chapitres. De choses qui m'ont marqué et qui vont venir de façon très naturelle. J'essaie de retrouver les dates parce que je les ai pas toujours. Je vous dis, j'ai rien noté, donc avec mon agenda, j'essaie de me débrouiller. Et au fond, c'est cette histoire de quelqu'un qui n'était pas du tout appelé à occuper ces fonctions, qui les occupe par hasard, enfin en tout cas par relation, et qui petit à petit va rentrer dans la confiance d'un président de la République qu'il ne connaissait pas. C'est vrai qu'il y a un côté un peu chose vue de Victor Hugo, ou même un peu le Paris vécu de Daudet, c'est-à-dire l'importance aussi du lieu. C'était Élysée, quoi. Vous décrivez extrêmement comment le lieu fonctionne, comment fonctionnent les choses à l'Élysée. On va revenir dessus. Mais surtout, je vais revenir sur le tout début. Quand Claude Guéant vous a appelé, vous étiez à Londres, il y avait de la neige, il n'y avait pas d'Eurostar, et il y a une chose assez amusante qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, je suis la secrétaire de Claude Guéant m'appelle et me dit le secrétaire général veut voir demain à 6h30. Bon, j'ai dit on rentre, j'écourte mon séjour à Londres, j'étais avec les enfants et ma femme. Et là, l'Eurostar est bloqué. Il n'y en a que quelques-uns. Bon, et donc là, je fais des choses que la morale réprouve, hein, c'est-à-dire que je coupe une file de 4 km, je donne des bakshish pour passer, enfin bon. Et voilà. Et donc, d'abord, c'est interminable, puisqu'il y a un train au compte-gouttes. Depuis, je prends l'avion d'ailleurs pour aller à Londres. Et donc, en fait, je n'arrive à Paris qu'à 4h30, 5h du matin. Et là, je mets mes enfants et ma femme dans un taxi, puis je dis, je vais aller, sur le rendez-vous est à 6h30, je ne vais pas retourner, j'habite en banlieue parisienne, je ne vais pas à Versailles pour être exact, je ne vais pas, Et donc, je rentre dans le palais au petit jour, donc il n'y a personne, sinon les gardes en faction, et puis je me souviens toujours, l'homme de ménage qui passe la cireuse dans le hall d'honneur. Et vous aviez déjà vu Sarkozy, je crois, parce que vous étiez à France Télévisions avec Dominique Baudis. Alors, il faudra peut-être rappeler que Dominique Baudis, à qui il est arrivé pas mal de malheurs, enfin une affaire assez terrible, assez glauque, assez triste. Et Nicolas Sarkozy voulait savoir des choses sur l'affaire Dominique Baudis, en fait. Et vous avez convoqué en secret, même Guéant n'était pas au courant. Voilà, et il voulait savoir comment s'était passé France Télévisions, il voulait en savoir plus sur Dominique, etc. Et en fait, il me reçoit, mais c'est le souvenir extrêmement précis, il me reçoit le 14 septembre 2010. Après que
à l'époque, le président de France Télévisions, qui était Patrick de Carolis, n'est pas été renouvelé. Donc moi, je suis au chômage, et puisqu'on m'a démis de mes fonctions à France Télévisions, le nouveau président ne voulant pas de moi, ce que je pouvais parfaitement comprendre, puisque moi, je voulais pas de lui. Et donc, je ne sais pas très bien pourquoi je suis convoqué, mais je me retrouve donc dans le bureau, dans le Salon Doré, dans le bureau du président de la République, qui a 1 heure de retard. Donc moi, je suis convaincu, comme il a un dîner avec des parlementaires, un déjeuner, pardon, avec des parlementaires dans la foulée, je pense que mon rendez-vous va être annulé. Et bon, mais pas du tout. Et donc, le huissier m'amène dans le bureau. Bon. Et le président arrive de son secrétariat, il dit « pardon, je suis en retard, je suis très en retard », un peu comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. « Je suis en retard, mais je veux absolument vous voir. » Bon, donc je lui explique un certain nombre de choses, on discute, mais longuement. Bon. Puis ça, c'est totalement... c'est un moment totalement... d'abord, le grand calme du palais. Voilà. Espèce de il fait un soleil magnifique, les portes-fenêtres du grand balcon sont ouvertes sur le parc, on voit le jet d'eau, on a un Hubert Robert dans le fond, on n'entend pas un bruit, vous êtes en face du président de la République qui est très aimable, une conversation de salon, une sorte de confiance quoi, qui s'installe. Alors est-ce que moi je suis, je sais pas, est-ce que je suis particulièrement inconscient à ce moment-là, j'en sais rien. Mais à la fin de l'entretien, il me dit bon, je comprends, etc. Mais j'ai une question à vous poser. Je dis, mais bien sûr, Monsieur le Président de la République. Et il me dit voilà, vous êtes un homme de communication, comme vous l'avez dit, vous avez travaillé au CSA, France Télévisions. Qu'est-ce que vous pensez de ma situation? Je dis votre situation. Il me dit ma situation vis-à-vis des médias. Et là, qu'est-ce qui me passe par la tête? Je n'en sais rien. Je lui dis, écoutez, Monsieur le Président, je crois que vous avez été, pendant les 20 ans qui viennent de s'écouler, un dompteur incroyable. C'est-à-dire que vous avez tenu la meute médiatique au bout de votre fouet. Ils ont dansé quand il fallait danser, jappé quand il fallait japper. Ils ont fait les chiens couchants quand vous leur avez fait peur, etc. Ça, évidemment. Et ils vous ont porté en grande partie au pouvoir parce que vous les avez, voilà, parce que je dis ça et la meute ne vous le pardonnera pas. Aujourd'hui, alors il y avait des mauvais sondages, il y avait eu l'affaire de son fils, on n'était pas dans la bonne période du mandat. Et je lui dis, vous saignez, la meute flaire le sang et ils vont vous bouffer le foie, comme ça. Alors, il est dans son grand canapé doré. Il fait un mouvement de recul dans son fauteuil. Il me dit, mais on m'a jamais parlé comme ça. Je dis, Monsieur le Président, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Je pense qu'ils vont vous bouffer le foie. Bon, alors je sens qu'évidemment, il y avait un collaborateur qui était là, qui se demande comment tout ça va se terminer, si on va passer par la fenêtre qui était ouverte. Ah, mais mais ça, on m'a jamais parlé comme ça. Alors ça, bon, très bien. Écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Voilà. Et en réalité, je ne l'appelle pas, je cherche un job à l'époque, mais je ne l'appelle pas, et c'est au mois de fin décembre, début janvier, quand je me retrouve à Londres, que le secrétaire général m'appelle. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais interviewé à la main qui me disait à propos de Sarkozy, que Sarkozy était fondamentalement un monarque colérique, mais gentil, alors que Hollande était un monarque débonnaire, mais méchant. Oui, c'est la très bonne définition. Pourquoi Parce que c'est vrai que le président Sarkozy pouvait, j'en ai décrit une ou deux dans le livre, prendre des colères au mérite, mais surtout souvent très drôle pour celui qui n'est pas évidemment sous le feu des orgues de Staline. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, il a pu se moquer de moi, il a pu me charrier, mais j'ai jamais eu droit à ce genre de colère. Mais c'est un homme profondément humain. Et donc, je l'ai vu essayer de sortir des gens de situations inextricables. Et en fait, qui n'a aucune rancune. Parfois quelques-unes, mais qui n'a pas vraiment de rancune. Alors peut-être, il est un peu comme... vous savez, on reprochait à Bonaparte, on disait il humilie, mais il ne tue pas. Voilà. Oui. Et c'est Nicolas Sarkozy. Il pouvait mettre quelqu'un plus bactère en public, etc. Mais après, il n'y paraissait plus rien. Pas pour celui qui s'était fait dézinguer.
Donc, je pense que ça lui a fait aussi beaucoup d'ennemis. Mitterrand ne disait rien et tué. Non, c'est ça. D'un coup de silencieux. Bien sûr. Donc, Mitterrand était beaucoup plus un tueur froid, voilà. qui voyait les êtres humains comme des petits insectes et il mettait un peu de vinaigre ou de miel. Voilà. Et alors, il y a quand même des scènes très drôles aussi dans votre livre. Quand vous arrivez à l'Élysée, le poste que vous y occupez, la veille, a été scindé en deux avec un monsieur Olivier Enra, je crois que c'est là. Donc, il avait pris évidemment le bureau. Donc, vous arrivez, vous n'avez pas de bureau. Alors, on vous met dans une sorte de mansarde terrible près des salles de bain. Oui, on me met en fait dans les anciennes chambres de bonne des laquais des présidents de la République sur la 3e. Alors, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste ce qu'on appelle une tabatière. Hein, voilà, donc il pleuvait sur mon bureau. Mais c'est comme à la cour, avec ce privilège inouï d'être au-dessus du bureau du président de la République, c'est-à-dire de ne pas avoir à courir quand on vous appelle. D'abord, il y a tous ceux qui, à l'Élysée, ne travaillent pas dans le palais, mais ils sont rue de l'Élysée. Et puis après, ces couloirs infinis autour des deux cours, hein, la cour Est et la cour Ouest. Donc d'être vraiment dans le palais, où il y a très peu de collaborateurs. Donc dans le palais, vous avez le président de la République, évidemment, son secrétaire général adjoint, un ou deux conseillers, puis c'est tout. Et donc j'étais là. Alors, bon, et puis en fait, un jour, au début, en allant pisser, en cherchant les toilettes, je me trompe de porte et je rentre sur un... c'est ce qu'on appelle aujourd'hui urbex. Ah oui. Je tombe sur une pièce abandonnée. Alors je dis tiens, c'est curieux, qu'est-ce que ça? Alors, je rentre, et là je vois des armoires d'archives, des machines à café, des vêtements. Donc j'avance, je vois une très belle cheminée dans un coin, avec mon portable, je fais vraiment l'explorateur. Et puis surtout dans le fond de la pièce, je vois ce qui ressemble à une fenêtre et j'ouvre, et en fait c'est un Oculus magnifique qui donne sur le parc. C'est quand même bizarre, c'est un bureau, j'ai pas de bureau, donc j'appelle le directeur de cabinet, le préfet Frémont, qui me dit non mais Camille, il n'y a pas de bureau. Non, je sais, il n'y a pas de bureau. Et je dis écoutez, je suis désolé, mais je crois que j'en ai trouvé un. Non mais c'est une plaisanterie. Écoutez, donc il vient avec l'intendant, et là il découvre qu'en effet ce bureau existait. Alors, ce bureau avait une histoire parce que au-dessus de l'étage noble, donc du premier, des rez-de-chaussée du premier, vous aviez quelques bureaux. Et puis surtout, vous aviez à l'époque, c'est terminé maintenant, tout ça a été transformé en bureau, mais vous aviez ce qu'on appelait l'appartement du roi de Rome, qui était en fait l'appartement particulier de Madame Chirac, qui ne vivait pas avec son mari. Bon. Et donc, ce bureau, qui avait été un bureau de secrétariat, avait été neutralisé par Madame Chirac parce qu'elle entendait les machines à écrire. Et que ça l'a gêné. Donc, comme il n'y avait plus l'appartement du roi, dont n'était plus occupé, à ce moment-là, on m'installe un bureau. Et là, j'ai eu un bureau extraordinaire parce que, d'abord, alors c'est drôle parce qu'ils avaient qu'une peur, c'est que comme j'étais au-dessus du salon vert où le président donnait avait ses réunions, ils avaient peur qu'en marchant, je gêne le président. Alors, vous imaginez, il y a 5,50 m ou 6 mètres de hauteur du plafond. Et donc, on m'avait mis des Thibaut, des moquettes, etc. Alors, du coup, chaque fois que les gens qui rentraient dans mon bureau étaient très étonnés parce que c'était un peu comme des sables. Ah oui, mais c'est drôle. Voilà. Et vous dites, de l'Élysée, c'est peut-être le centre de pouvoir le plus élégant d'Europe, mais en même temps le plus anarchique et le moins fonctionnel. Et on pense que c'est encore plus beau quand c'est inutile. Évidemment. Et alors, vous l'avez dit, c'est le second personnage du livre. C'est l'Élysée. C'est l'Élysée, son personnel. Au fond, j'ai essayé de montrer comment tout ça marchait. Évidemment, au départ, dans la Constitution, l'Élysée est le lieu de résidence du président de la République. Alors après, c'est devenu un lieu de travail, mais je rappelle quand même que jusqu'à la Ve République, les présidents de travail et leurs collaborateurs sont dans la roseraie, c'est-à-dire la petite aile qui est aujourd'hui dévolue aux appartements particuliers, et que le palais, ce qu'on appelle aujourd'hui le palais, est entièrement dévolu à la résidence du président de la République et éventuellement, c'était sous le rôle du premier étage, aux hôtes de marque, au roi d'Angleterre. Et donc, ça, c'est celui qui va inverser tout ça, c'est le général de Gaulle, qui s'installe dans l'hôtel, dans le corps principal de bâtiment. Et alors, en effet, c'est pas fait pour. Mais au fond, ça vous rappelle qui vous êtes.
Voilà. Et ça, ce que vous n'auriez pas dans un bâtiment construit par un architecte en cours, qui d'ailleurs serait... qui aurait fait une sorte d'enfer climatisé. Voilà, et qui ne serait pas fonctionnel au bout de 10 ans. Donc, Bercy. Quoi, comme toutes les choses à la mode, il serait démodé. Le truc horrible. Bon. Et donc, mais si vous vous retrouvez dans un truc fonctionnel pour fonctionnaire, bah, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, ce soit le triomphe de la technocratie. Là, quelque chose vous dit, un, que vous êtes de passage, deux, que l'histoire s'est faite avant vous et sans vous. Par des petits détails. Vous voyez, dans mon bureau, je m'étais rendu compte un jour en ramenant quelqu'un que la poignée en bronze, sculptée, dorée, etc., était à l'aigle impérial à l'intérieur et au chiffre de la République française à l'extérieur. Ouais. Donc quelqu'un s'était dit, on va pas balancer toutes ces poignées en bronze doré qui coûtent des fortunes. Donc il y avait un côté empire et un côté Troisième République. Alors bon, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, ça a été très modernisé par le couple Macron. Mais la déco a beaucoup changé. Ils ont mis des choses très contemporaines. Et donc, mais à l'époque, vous aviez les tapis de la Savonnerie, aux écoinçons aux fleurs de lys, certains avec l'abeille impériale. Donc, voilà, je crois que ça apprenait la permanence et au fond, ce que nous étions là vraiment que de passage pour servir. Et alors, vous racontez aussi, c'est assez étonnant, c'est que tous les huissiers, les majordomes, etc., en costume 8 pièces, là, sont en fait des gens du GIGN. Oui, des gendarmes. Des gendarmes, c'est très étonnant. Ils assurent la sécurité du président en permanence. Donc, s'il y a le moindre... Voilà, parce que le président est là, il peut y avoir quelqu'un qui pète un plomb, il peut y avoir... bon, donc... et c'est une machine... En fait, c'est une maison militaire. Hein, il faut savoir que c'est sous gouvernement militaire. Souvenez-vous, quand des magistrats avaient menacé éventuellement de perquisitionner l'Élysée, Mitterrand, Olympien, avait dit mais qu'ils rentrent, je les ferai immédiatement saisir par le commandant de la place militaire de l'Élysée et je m'y mettre au fer. Personne ne s'est présenté. Parce que là, vous rentrez, vous ne savez pas quand vous sortez, puisque vous rentrez sous l'autorité militaire, tout magistrat que vous soyez, la séparation des pouvoirs fait que si on veut vous garder 5 ans, on peut. Ah oui. Et là, il y a aussi la carte tricolore. Ça, c'est un truc qu'on vous donne quand vous arrivez à l'Élysée. Dont il ne faut jamais se servir. C'est bien qu'il ne faut pas s'en servir. Jamais. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? La carte tricolore, c'est une carte qui vous permet d'avoir accès si jamais il y a un barrage policier. Mais aujourd'hui, ou si vous êtes arrêté bon, voilà. Mediapart aime beaucoup la carte tricolore. Il ne faut jamais la sortir. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme le numéro secret. Parce que ça agace immédiatement les gendarmes ou les flics qui vous arrêtent. Ça part tout de suite au Canard ou à Mediapart. Et si vous êtes dans une situation délicate, ce qui est arrivé à certains conseillers qu'on a retrouvé le pantalon sur les chevilles ou avec une dose anormale d'alcool dans le sang, il vaut mieux aller en cellule de dégrisement et rien dire, et dire que vous êtes fonctionnaire. Alors, on va parler aussi du fait que vous avez écrit les discours de Sarkozy. Et en fait, au départ, vous aviez écrit un discours, je crois, pour Chirac, pour le transfert des cendres de Dumas au Panthéon. Et à ce moment-là, il vous repère. Et il vous propose, enfin c'est Guéant qui vous repère et vous propose d'écrire les discours de Sarkozy. Et vous dites, pour écrire les discours, j'avais ce qu'on appelle une approche médiumnique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne sait pas très bien comment les choses se passent. Alors, c'est quiétiste et médiumniste, pour être fat jusqu'au bout. Fat, comme dirait Sarko. En fait, il y a quelque chose qui relève du transfert inconscient. C'est-à-dire que, mais pour que ça fonctionne, il faut que vous effaciez votre moi. C'est-à-dire qu'il faut se laisser envahir par la personnalité, la pensée et même le phrasé de l'autre. Voilà. Ça, c'est très important. Et donc, mais ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Voilà. Donc, et ensuite, c'est comme ça que le président me disait, oh là là, mais vous avez dit ce que je pense en mieux. Voilà. Bon, donc. Et c'était différent d'écrire pour Chirac ou pour Sarkozy, ou c'était la même chose ? Pour Chirac, j'ai écrit un discours. Ouais. J'ai écrit un discours.
Je pense que j'en sais rien, parce que là, c'était vraiment un discours qui avait été retravaillé par ses collaborateurs, etc. Mais en revanche, parce que récemment, j'étais au cabinet de Jean Castex, que j'avais rencontré à l'Élysée, qui est devenu un ami, c'est différent. On n'écrit pas pour le Premier ministre avec le même ton que pour le président de la République. C'est pas le même niveau, même par rapport à la mémoire, à la nation, etc. Et alors, premier discours que vous faites, c'est à propos de l'Égypte. C'est à propos des chrétiens d'Orient. Voilà, les chrétiens d'Orient, et vous faites un discours assez catholique et où vous accusez un peu l'Égypte. Et le service diplomatique n'est pas très content. Ouais. Et c'est difficile d'accuser l'Irlande. Voilà, c'est ça. Et c'est exceptionnellement. et Sarkozy vous appelle et vous dit c'est le plus beau discours que j'ai. Ah oui, voilà. Donc je me bats avec les diplômes. Je passe les détails, ça a été un peu. Je trouve que je venais d'arriver, moi, donc j'étais là depuis 3 jours. Et c'est vrai que j'ai un coup de téléphone qui va sceller en fait la relation avec le président, qui m'appelle, il est minuit, je suis en train de promener mon chien, enfin bon, c'est surréaliste comme situation, et qui me dit voilà, vous m'avez fait un discours formidable, je l'ai fait lire à Carla, elle a pleuré, demain on fait un carton. Voilà. Carla a un rôle très important, d'ailleurs je crois que quand Sarkozy vous appelle, il dit toujours à la fin Carla vous embrasse. Oui, Carla vous embrasse. Voilà. Donc, mais j'ai beaucoup d'amitié pour Carla Bruni. Et il y avait aussi Henri Guénaud, qui était l'autre plume, et vous dites que le fait que vous soyez arrivé lui a presque redonné de l'inspiration. Vous êtes devenu un peu la muse de Guénaud. Ça lui a fait, comme diraient les anglo-saxons, un challenge. C'est vrai qu'il y a 2 choses. Je pense qu'évidemment, il y avait une relation très exclusive entre Henri et le président, très ancienne, très exclusive. Donc c'est vraiment, je suis un peu arrivé comme le petit frère, qui va obliger l'aîné à partager. Mais il aurait pu, Henri aurait pu, dans l'institution qui était la sienne, me briser les chines d'un coup et on n'en parlait plus, ou faire un caprice en disant je veux qu'il s'en aille. C'était assez son genre, mais il le fait pas parce que je pense qu'il a une conscience que je peux le remplacer. Comme ça me fonctionne très bien avec le président. Et qu'Henri a une ambition à l'époque politique, qui malheureusement pour lui ne se révélera pas, mais si jamais Nicolas Sarkozy avait été réélu, il y a fort à parier qu'Henri serait devenu ministre. De quoi on ne sait pas, mais il serait devenu ministre. Et donc lui se dit, oh là là, mais peut-être que si Camille est là, vous savez, c'est comme dans les légendes arthuriennes. C'est que vous avez le vieux chevalier qui garde le Saint Graal depuis 1000 ans, qui est immortel. Et puis, il y a un cercle magique. Alors, un jour, il y a un jeune écuyer stupide qui franchit le truc et il dit c'est à toi pour 1000 ans, moi, je me tiens. Donc, je pense que c'est ça. Il s'est dit, au fond, il va me laisser. C'est mon ticket de sortie. Et c'est pour ça qu'on a bien travaillé ensemble. J'ai toujours eu la sensation que Guénaud était une sorte de personnage un peu romantique, assez à fleur de peau, assez triste, assez un peu... c'est une conscience malheureuse. Voilà, qui mettait tout son sang dans ses discours, mais de façon un peu triste. C'est une conscience malheureuse d'une France disparue. Voilà, c'est ça. Gaulienne, alors par ailleurs totalement surinterprétée ou surévaluée, mais voilà, ça c'est lui, avec de belles envolées, un art oratoire, d'excellente culture historique du politique du XXe siècle. Non, mais après, tout ça n'a pas donné grand-chose. Alors, il y a aussi une anecdote très amusante. Un matin, Gérard Depardieu vous appelle pour obtenir un rendez-vous à l'Élysée et vous n'avez même pas le temps de raccrocher qu'il est déjà dans la cour. Exactement. C'est génial, ça. Il est dans la cour, dans mon bureau même. Ah oui, dans le bureau. Vous dites qu'il y avait 2 personnes qui pouvaient rentrer à l'Élysée comme elles voulaient, c'était Didier Barbelivien et Depardieu. Oui. Voilà. Mais Nicolas Sarkozy aimait bien finalement ces artistes un peu... D'abord, Barbelivien, c'est une amitié très ancienne. Et en plus, Barbelivien c'est quand même 2 personnalités qui ont marqué la France des années 70 à 2000. Enfin, je veux dire, l'un au cinéma et l'autre, très gentiment, j'étais allé à un des concerts de Barbel, comme on le surnomme. Quand vous entendez, parce qu'il a écrit pour les autres, le nombre de tubes qu'il a enchaînés en une vie, bon courage à nos amis rappeurs quand même. Non mais Barbelivien, on le dit pas assez parce qu'on l'a reçu plusieurs fois dans l'émission. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement médiatique ou c'est pas comme un chanteur très connu, mais qui a écrit, je crois, 2500 tubes, tous les plus gros tubes de Johnny, Sardou. C'est vraiment
le musicien et l'auteur des plus grands tubes français de nostalgie, quoi. Enfin, si pour, Et je pense qu'il y a une chose assez... Et avec une immense culture, et notamment une culture historique. Et je pense qu'il y a une chose un peu commune chez Depardieu et Barbelivien, c'est que ce ne sont pas des types mondains. Barbelivien n'est pas un type mondain, n'est pas tellement un type de réseau, n'est pas un type... c'est un génie pur, j'ai envie de dire un peu brut. Oui. Voilà, bien, en revanche, c'est un bon camarade. Il est très... Mais comme Depardieu, alors Depardieu, c'est un monstre sacré, c'est un peu différent. Mais oui, ce sont deux personnalités qui étaient très proches du président et que moi, j'ai eu... ils sont à milieu de moi, hein, mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer. Et vous dites, Depardieu veut essayer de vous convaincre de faire un film sur Rasputin, je crois, et il commence à vous jouer Rasputin devant vous. Oui, sur une chaise Louis XVI assez fragile. J'ai vraiment eu peur pour le mobilier national. Ah oui. Et après, il fait son spectacle. Il n'y a pas un quoi à boire, surtout. Ah oui, il fait son spectacle dans la cour. Non, il me dit qu'il veut voir le président. J'ai dit, il est en conseil des ministres. Il me dit, on pourra aller les embrasser. Je ne suis pas sûr. Et on se souvient de ce meeting de Nicolas Sarkozy, je crois que c'était en 2012, dites si je me trompe, où Depardieu était là, je me demande si c'est pas Villepinte, et Sarkozy n'avait pas du tout prévu que Depardieu parle. Et Depardieu, ivre mort, se lève et commence à faire un discours. Il est vrai, mais bon, écoutez, c'est là. Vous savez, des monstres sacrés, il n'y en a plus beaucoup. Hein, on a beaucoup d'emmerdeurs quand même. Hein, donc un vrai monstre sacré, au moins s'il a un coup dans le nez, au moins... Et beaucoup de faux aujourd'hui. Des gens qui seront oubliés dans les 15 jours qui viennent. Alors vous avez même, je crois que c'était en pleine campagne, organisé une sorte de retraite religieuse pour Nicolas Sarkozy, un monastère. Oui, alors ça c'est... Quelle idée? Ça c'est une idée à moi, ça. Une idée pas Et en fait, il se trouve que le président voulait faire quelque chose... après le discours sur les chrétiens d'Orient, quelque chose sur l'identité chrétienne de la France. Donc, et là-dessus, on réfléchit et on pense à une visite au Puy-en-Velay, qui en plus venait d'être restauré. Et je descends plusieurs fois parce que, chargé du discours, j'étais chargé aussi un peu de ce qu'on appelle la reco, hein, la reconnaissance. On va sur les lieux, puis on regarde. Et puis donc, à l'époque, je rencontre Monseigneur Brincart, véritable, un vrai évêque de la Restauration, dans son immense palais épiscopal, pas genre pape François. Et avec le portrait de Pie IX. Et donc, on discute sur différentes choses. Et puis, il me dit, qu'est-ce que le président voudrait faire après avoir visité la basilique? Je dis, écoutez, moi, je pense que ce serait peut-être bien qu'il rencontre des religieux. Ah, il me dit, oui, c'est une bonne idée. Et puis, je dis, je sais que vous avez une communauté de sœurs grises à côté. Oui, mais il m'a dit, elle m'assiste, etc. Il me dit, mais évidemment, faire rentrer un homme fut-il président dans la clôture religieuse, même moi qui suis évêque, je dis, Monseigneur, je suis désolé, mais le roi de France peut entrer au Carmel. C'est un de ses privilèges. Je te dis, je ne sais pas si le président n'a pas reçu l'onction, mais non, il me dit, non, je suis d'accord avec vous. Bon, d'accord. Et je remonte tout fier de mon idée. Et là, évidemment, inutile de vous dire que le cabinet, les chefs de cabinet adjoints, etc., paniquent. Qu'est-ce que c'est? Mais tu es dingue, etc. Jamais, mais qu'est-ce qu'il a le droit d'aller voir? Il va voir des paysans, il va voir des sidérurgistes, il va voir des start-upers. Pourquoi il n'irait pas voir des religieuses? Ça fait quand même... voilà. Et le président, il est emballé. Et donc... mais on le tient secret. Et après le discours, il y a un déjeuner républicain avec... tout le monde est là, pas de président. Moi, je sais où il est. Moi, je me marre. Et le chef de cabinet avait mis une demi-heure. Ah oui, la condition qu'avait posée Brincart, il m'avait dit, par contre, le président devra, à table, manger ce qu'il y a. Comme Sarko est très difficile sur ses goûts culinaires, ce qui va... Ah oui, il est très gourmand. Très. Gourmet, je ne sais pas, mais très, il a une idée très précise. Ouais. Et là-dessus, je dis, bon, le président me dit, non, mais c'est bon, Camille, quand même, je sais pas, voilà, bagel, bon. Et alors, après, une fois qu'il y est, tout le monde sait qu'il était, donc, et par souci, le cortège officiel attend devant le couvent.
Une demi-heure passe, 1 heure passe, 1 heure et demie. Et puis alors là, vous savez, c'est comme dans les choses comme les gens, les chauffeurs, qui boivent tirer leur clope, les ministres commencent à regarder compulsivement leur portable, se parlent entre eux, les badauds viennent. Enfin, il y a une sorte de délitement à la grande frayeur d'ailleurs de la sécurité du préfet qui s'éponge sous sa casquette, qui n'a qu'une envie qu'on soit parti, quoi, parce que c'est un cauchemar pour un préfet. Et il reste presque plus de 2 heures et demie. Et il me remercie. Et personne n'a jamais su ce qui s'était dit pendant ces 2 heures et demie. Ah ouais. Non. Et il y a aussi ces moments où Nicolas Sarkozy vous réveille en pleine nuit, notamment un soir, vous étiez dans votre maison de Normandie et Nicolas Sarkozy vous réveille pour une affaire de France 24. Oui, voilà. Assez complexe. Oui. Mais alors là, il y avait des colères de Nicolas Sarkozy ou pas? Non, mais il me dit, vous êtes où? Je suis à la campagne. Ah bon? Qu'est-ce que vous foutez à la campagne? J'ai dit, je me repose. Mais vous aurez le temps de vous reposer après les élections, etc. Voilà. Donc, mais il me dit, bon, démerdez-moi ça. Voilà. Bon, c'était, il pouvait être appelé à tout le monde, mais bon, ça va avec, c'est le fait d'être emmerdé tout le temps, va avec, entre guillemets, les privilèges très minimes, hein, qui sont moins forts que ceux d'un salarié d'EDF aujourd'hui. Hein. Bon. Mais donc. Oui, d'ailleurs, c'est assez ridicule. Tous les gens aujourd'hui qui parlent tellement de la transparence et tellement des salaires gigantesques des députés qui ne sont pas si importants que ça, beaucoup moins que dans d'autres endroits du monde. Ministres. Voilà, et des ministres qui pourraient gagner 1000 fois plus dans le privé. Évidemment, quand ils peuvent. Voilà. Mais il y avait par contre une grande colère de Nicolas Sarkozy, c'était quand le service protocolaire avait reçu Poutine. Oui. Parce que, alors, je crois que je me rappelle, Poutine était Premier ministre. Oui, il est Premier ministre de Medvedev. Et donc, il y a un parallélisme des formes. Et donc, il a un déjeuner ou un dîner prévu avec Fillon et pas avec Sarko. Et là, alors, c'est homérique. En disant, bien sûr, le tsar de toutes les Russies, qui s'est déguisé en Premier ministre, va venir à Paris, va voir mon Premier ministre, mais moi non, je ne le reçois pas, pas du tout. Je vais lui dire. Alors on dit, ah oui, mais Monsieur le Président, vous êtes. Non, qu'est-ce que. Oui, alors. Je vais mais très bien, c'est une omelette. Une omelette. Oui, on ne va pas faire une omelette pour Poutine, c'est extraordinaire ça. Et alors. Vous dites c'est grâce au RER que vous avez une voiture de fonction. Parce que quand vous, Nicolas Sarkozy, vous appelez, ça coupait. Oui. Et donc à la fin, il vous a donné une voiture de fonction. Mais il me dit qu'est-ce que vous foutez encore? J'ai dit je suis dans le train. Encore vous partez en vacances? Ah non, je dis Monsieur le Président, je rentre chez moi. Vous rentrez chez vous en train? Oui, Monsieur le Président. Ah bon. Et le lendemain, j'avais une voiture et un chauffeur. Et il faut jamais dire aux voitures qu'on est en retard parce que jamais. Ah, c'est terrible là. Jamais parce qu'ils attendent tout ça. Là. Et là, moi une fois j'ai eu ce malheur et j'ai cru que ma dernière était arrivée. Et ça évidemment le gendarme qui conduit est ravi parce que d'abord il s'entraîne tous les 3 mois à Satori pour ça. Et donc ils mettent d'abord le. Parce que les gens sont énervés quand ils voient passer des voitures avec le pimpon officiel. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur c'est un cauchemar. Parce que c'est comme si vous l'aviez dans la tête. Donc vous avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête et surtout que la voiture ralentisse parce que à 130, 140 sur l'autoroute, voire 160, moi je préfère 110. Oui, c'est un truc qui amuse souvent beaucoup les gendarmes ils adorent ça. Ils adorent ça, voilà. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a l'impression qu'on est dans un vieux James Bond et que la voiture va avoir les ailes. Les trottoirs, voilà, et c'est exactement. Très très vite. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un problème de voiture de fonction à l'Élysée. Vous dites, c'est vrai, il y a un manque de voitures de fonction. Oui, après il y avait un pouple, maintenant c'est fini. Maintenant on est à Matignon, nous étions dans des cloés. Vous dire. Et Nicolas Sarkozy aimait bien, c'était assez amusant, parler de littérature. Oui. Alors, il aimait Pierre et Jean de Maupassant, il aimait Barbé d'Aurevilly. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez déjà parlé de son dérapage sur la princesse de Clèves? Non, mais il m'a dit, sur cette malheureuse princesse de Clèves. Bon, il me dit d'abord, j'ai le droit de trouver que ce livre est ennuyeux. Bon, il s'y passe rien, et moi j'ai trouvé ça ennuyeux. Bon, après, mais non, ce qu'il disait, j'ai simplement dit que peut-être pour recruter du personnel pénitentiaire, il n'était pas nécessaire de les interroger sur la princesse de Clèves. Voilà. Pour un capétien ou un professeur de français, je comprends très bien. Pour la culture générale d'un haut fonctionnaire, je comprends très bien. Mais la princesse de Clèves, là, est-ce que c'était bien nécessaire? Après, on en a fait tout un symbole. Bon. Je crois que M. Michel Denisot qui avait dit quand il était allé à l'Élysée voir Nicolas Sarkozy, lui parlait des DVD qu'il avait vus, et les DVD étaient tous sous blister. Oui, mais parce qu'il range tout. Ah oui. Voilà, il range tout. Mais c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Énormément. Plus, énormément. Et énormément. Chirac était pareil, non? Oui, mais c'est parce qu'en fait, comme ce sont des hommes de droite qui sont arrivés par une droite populaire, il y avait une sorte de, à la fois peut-être
d'effet, il ne faut pas montrer voilà, qu'on a... Et puis de pudeur, je pense. Ouais, mais c'est vrai, mais je crois que c'est Denis Tignac qui m'a raconté ça, que on disait, toi, Chirac n'avait jamais lu un livre et aimait la musique militaire, alors qu'ils s'en fichaient complètement de la musique militaire, etc. Mais c'était pour l'image, quoi. Oui, et puis parfois c'est une boutade qui est lancée comme Voilà, ça bien sûr. à une question stupide d'un journaliste qui ne l'est pas moins, et donc ça reste. Mais c'est vrai qu'il y a une idée, quelqu'un que je connaissais bien qui était Laurent Wauquiez, qui disait toujours qu'il aimait les jeux vidéo, alors qu'il n'avait jamais dû regarder un jeu vidéo, mais il y avait des... Voilà, il y a un côté image. Voilà, quoi. il y a un côté... Bon, je crois que tout ça, d'ailleurs, maintenant disparaît, parce que je pense que très vite... on est quand même dans une société surinformée, vous pouvez pas dire quoi que ce soit sans que ce soit vérifié 14 fois par des types de Canal+, ou des réseaux sociaux qui n'auraient rien d'autre à foutre. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et puis... Et est-ce que vous ne trouvez pas ça dangereux, cette obsession actuelle de la transparence? Ah, mais moi je trouve que, d'abord, ce qui, moi, m'inquiète beaucoup, aujourd'hui, c'est qu'au fond, on est déclaré, et ça c'est la NUPES et autres communards, qu'on est déclaré que la vie privée était politique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose, c'est totalitaire. C'est totalitaire. Voilà. Et ça, je pense que les gens ne se méfient pas assez. Alors, les gens ont cette curiosité malsaine de savoir ce qui se passe, d'abord chez leurs voisins, ça leur plaît beaucoup, leurs beaux-frères, mais en plus, ils peuvent savoir ce qui se passe dans le lit de leurs députés, de leurs ministres, de leurs présidents, ils adorent ça. Ça les regarde pas. Et par ailleurs, moi, mais sincèrement, je suis convaincu que l'on peut avoir des positions politiques qui sont diamétralement opposées à votre propre vie privée. Bien sûr, mais évidemment. Mais... Donc, cette idée que vous devez vous identifier à ce que vous vivez, non. C'est vrai qu'il y a un côté... Mais ça, ça, je pense que c'est une dérive sectaire d'un protestantisme devenu fou. De puritanisme anglo-saxon aussi. Exactement. C'est ça, c'est un puritanisme, c'est un protestantisme devenu fou. Et qui ne va pas du tout avec notre société qui est quand même imprégnée latine et catholique. Ce qui se passe, voilà... moi, ça me gêne beaucoup. Et alors, quand on commence à dire il va falloir pénaliser le travail des mais enfin, on est où, quoi? Et alors, on va vous pénaliser parce que vous ne donnez pas le bon discours sur le climat à vos enfants? Mais ça devient... moi, je suis terrorisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra une vraie résistance. Mais vraiment, quand je dis une résistance. Moi, par exemple, je résiste catégoriquement à toute écriture inclusive. Ah oui. Voilà. Je renvoie les mails en disant qu'il faut me les renvoyer écrits en français. Mais y a une chose terrible, c'est que cette transparence alimente, je pense, les ressentiments, la haine. C'est vraiment la curiosité mal placée de vouloir savoir... Surtout, c'est totalitaire. Ouais, c'est 1984, une société transparente à tous est une société totalitaire. Voilà. Moi, heureusement que nous ne sommes pas tous des saints. Et d'ailleurs, pour être un saint, il faut avoir péché. Voilà, donc, au moins, le catholicisme avait compris ça. Voilà, mais non, nous, on a une espèce de folie. Et ce qui est je trouve très inquiétant, c'est notre vie privée, notre vie quotidienne. Faut pas prendre l'avion. Faut pas prendre la voiture. Vous me direz, là, en ce moment, c'est pas de la prendre. Mais non, je fais tant que c'est légal, je fais ce que je veux. Si c'est illégal, c'est autre chose. Mais on peut d'ailleurs faire des choses illégales. Et la question, c'est est-ce qu'on est pris ou pas, et par rapport à sa conscience. Mais d'ailleurs, des choses illégales qui, en conscience, vous posent pas de problème. Après, il y a des choses qui sont légales et qui, en conscience, peuvent vous en poser. Donc, moi, je pense que si on n'arrête pas ça très vite, cette dérive qui a une vingtaine d'années. Et je pense que tout ça finira mal. Vous aviez pensé quoi avant l'affaire que des costumes de Fillon en 2000? Qu'est-ce que... Là aussi, c'est une sorte de transparence terrible, mal placée. C'est tellement facile d'abattre quelqu'un aujourd'hui. C'est comme les chaussures de Dumas. Vous savez, quelqu'un qui très discrètement va peut-être détourner dans son entreprise ou par des centaines de millions d'euros,
bon, quand les chiffres sont astronomiques, mais en fait, ce qui choque, c'est la chaussure, On veut des symboles. le costume, la montre. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus énervés parce que vous avez une paire de pompes à 1000 euros que parce que vous allez brûler 10 000 euros dans un week-end. Voilà. C'est tout ça, et puis c'est ce côté très sans-culottite de la société française. Hein. Oui, et l'hypocrisie complète. Et très ce qu'on appelait les taxateurs, etc. Enfin, ce côté, il ne faut pas... chacun doit avoir comme le voisin. Mais, on ne va pas rentrer là, mais on avait pas énormément reproché le Fouquet's de Sarkozy, parce que c'était un symbole, ça faisait riche, mais quand Macron va dans un petit restaurant, je sais pas, à la Rotonde, le service de sécurité coûte plus cher que 1000 dîners. Oui, donc tout ça est bon, extrêmement hypocrite. Ça a été monté en épingle. Voilà. Ce Fouquet, c'est qu'il y est resté trop longtemps. Voilà. Après, bien sûr que le Fouquet, c'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, si demain, il faut mettre tout le monde au resto U, ça va peut-être être un peu triste. Et alors, aussi sur Nicolas Sarkozy et la culture, il y a ce jour où Franz Gisbert avait voulu le piéger. Oui, et Sarkozy l'avait bouché. Sur le nom d'un personnage d'Hemingway, je crois. Voilà, l'autre est resté... Oui. Parce qu'il est hypermnésique. Il est hypermnésique. Sarkozy se souvient de tout, même de choses que moi je peux lui dire, donc dont j'ai plus aucun souvenir. Donc voilà, ça ici, c'était attaqué à plus forte partie. Ah oui, ça, Jean-Marie Roy m'avait toujours dit que Nicolas Sarkozy est complètement hypermnésique, qu'il se souvenait de moindre action des romans droits, tout parfait, tout extraordinaire. Ouais. Et alors, c'est quoi ce quiproquo lors d'un déjeuner à propos de la Toison d'Or? Oh, c'est que nous sommes à table, il reçoit un coup de fil, il revient et il dit c'est le roi d'Espagne qui vient de m'annoncer qu'il me fait chevalier de la Toison d'Or. Et là, je sais pas pourquoi, parfois, je dis mais monsieur le président, c'est pas possible, il faut, pas quoi, 45 quartiers de noblesse. D'abord, qu'est-ce qui vous dit que je les ai pas? Et deux, je vous trouve bien outrecuidant je dis j'ai le roi. Donc, et en fait, j'ai d'ailleurs écrit un mot d'excuse. C'est vrai que la Toison d'Or de la branche autrichienne à Habsbourg ne peut être décernée qu'à des familles princières ou voilà, de très forte ancienneté. À l'inverse, la Toison d'Or de la branche espagnole peut être donnée par le roi d'Espagne pour service rendu à des gens qui n'ont pas toutes les exigences aristocratiques. Voilà. Alors, on va parler aussi du jeu, ça s'est fini en 2012. Vous dites que ça a été terrible. Il y a eu un rendez-vous loupé avec l'histoire qui a eu des conséquences dramatiques. Parce que vous dites, par exemple, la fin du consensus nucléaire, même le Mali, qu'on pensait bien, a été une cata. Enfin, vous dites que les conséquences sont beaucoup plus importantes. Nous y sommes, non? Nous y sommes, non? Si cet hiver les Français ont froid, c'est bien parce qu'ils ont élu Hollande et son programme délirant nucléaire, la fermeture de Fessenheim. Qu'est-ce qui a manqué en 2012? Qu'est-ce qui a manqué en 2012? Un peu de temps peut-être, le fait que le président se lance plutôt dans la campagne et qu'il ne sous-estime pas son adversaire, dont je suis convaincu qu'il l'a jusqu'au bout sous-estimé. Et ça, on ne sous-estime jamais un adversaire, même quand tout vous y conduit. Ensuite, peut-être le besoin d'alternance dans le pays, qui était gouverné depuis 10 ans par la droite. Bon, après, il y a des erreurs personnelles du président. Enfin, on peut écrire l'histoire, mais je pense que c'était un rendez-vous. Je pense que, sincèrement, la France a dégringolé. Dégringolé. On ne se rend pas compte à quel point ce moment a été un tournant crucial. Terrible. D'abord parce que la nouvelle équipe au pouvoir va détruire tout ce qui a été fait avant, ce qui est quand même... on peut au moins garder des choses, voilà. Parce qu'il y a des erreurs. Il y a 2 consensus qui sont brisés et qui font un mal à ce pays, à mon avis, pour des années. C'est le consensus nucléaire. On ne touchait pas au nucléaire en France. Voilà. On était de gauche, on était de droite. Ni de la dissuasion militaire, ni du nucléaire civil. Et ensuite, c'est la politique familiale. Notamment en remettant en cause, vieille antienne de gauche, l'universalité des prestations familiales. Voilà. On a cassé quelque chose. D'ailleurs, la natalité a baissé. Ça, les chiffres sont là pour le bon. Donc, voilà. Et comment vous pouvez, un même chef d'État, sous les applaudissements de commentateurs qui ne comprennent jamais rien à rien, mais applaudir au retrait prématuré des troupes françaises en Afghanistan, et 2 ans après décider qu'on intervient au Mali?
où on a été seul, parce qu'évidemment, les Américains nous ont dit, ben là, mes camarades, démerdez-vous. Et aujourd'hui, on sort sous les insultes et les crachats d'une junte. Mais quelle honte! Quelle honte pour le pays, mais quelle honte! Moi, sincèrement, je pense que... Ouais. Et alors, l'Élysée, d'ailleurs, bon, vous dites, là, c'est comme Cendrillon, tout s'arrête, le carrosse à minuit, tout disparaît. Et surtout, la relation avec Sarkozy disparaît. Oui, ça, oui. C'était terrible. C'est ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai commencé par là, mon entretien avec vous. C'est qu'il y a... on est sevré. Et pas du pouvoir. Ouais. Parce qu'au fond, le pouvoir, vous savez, vous n'en profitez pas beaucoup. Hein, je veux dire, c'est bien gentil, mais vous essayez de rendre service aux gens qui vous le demandent, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, parce que vous dites, je suis à une position où je peux... Vous essayez de démerder des problèmes qui ont besoin d'être arbitrés au plus haut niveau. Vous essayez parfois de susciter ou de pousser des choses qui vous paraissent... bonne pour le pays, notamment de sauver l'hôtel de la Marine, par exemple, d'une vente. Moi, ça, voilà, j'y ai participé. Et j'en suis très fier maintenant quand on voit ce que le Centre des Monuments Nationaux a fait de l'hôtel de la Marine, qui est une splendeur, et dont il faut d'ailleurs féliciter et remercier Philippe Bellaval. Donc, voilà, on fait ça, mais on n'en profite pas du pouvoir. On est 15 heures par jour en train de bosser. Voilà. Tout ça, c'est une blague. Et l'Élysée, vous y êtes retourné une fois, je crois que c'était une remise de décoration pour Jean Castex. Et là, vous dites, il y a une chose très émouvante, c'est que tout le personnel m'a reconnu et a dit, voilà, ça c'était très émouvant. C'est vous qui parlez de nous. C'était très émouvant. Moi, j'avais dit que je ne remettrais pas les pieds à l'Élysée. Je faisais mon Giscard. Et puis bon, Jean se fait remettre, comme tout Premier ministre, au bout de 6 mois de présence à Matignon, se fait remettre la Grande Croix de l'Ordre national du mérite. Nous sommes très peu nombreux, parce que c'est encore le Covid, donc on est très peu nombreux. On est 5-6 du cabinet Matignon, 5-6 membres et encore de la famille de Jean, quelques ministres. Bon. Et pour moi, ça a été très émouvant parce que tout le monde, ça faisait 10 ans, et tout le monde, ils sont tous ceux qui étaient encore là, les majordomes, les huissiers, les gens de la sécurité, etc., venus me dire, ça me fait plaisir. Mais ça a même fait un petit attroupement sous le regard un peu étonné du couple Macron, pour me dire, vous avez parlé de nous. Vous avez parlé de nous en parlant de la maison. Et ça, je crois qu'ils y ont été très sensibles. Alors, combien de temps il nous reste juste? Quoi? Ah bon, on peut passer 10 minutes. Maintenant, on va parler d'un autre de vos livres, Les Derniers Mondains. Alors ça, c'est très amusant. C'est un livre à clé. C'est un livre où, j'allais dire où il y a des règlements de compte, mais à fleuret moucheté, quoi, sans... Et c'est aussi un livre sur la fin d'un monde, sur la fin d'une certaine aristocratie, un monde... Est-ce que le fond, c'est pas de dire que l'aristocratie a disparu, aussi bien l'aristocratie de l'esprit que l'aristocratie du sang? Alors, d'abord, je vais me mettre en contradiction avec deux choses là. C'est pas un livre que j'écris pour régler des comptes, absolument pas. C'est un livre que j'écris pour essayer dans une période un peu dure de ma vie, je venais de perdre mon père, enfin, c'était compliqué, bon. Pour essayer de montrer qu'il existait encore quelque chose aujourd'hui du monde de Marcel Proust. En fait, c'est un livre que j'avais commencé en 2013, donc pour le 100e anniversaire de la publication du côté de chez Swann. Donc c'est ça qui m'intéressait, et de le faire un peu comme j'avais écrit les scènes de la vie quotidienne à l'Élysée, c'est-à-dire à travers des souvenirs personnels d'un certain monde, dans lequel, pour des raisons XY, j'ai été introduit il y a longtemps. Donc, et ça m'amusait. Alors, 10 ans plus tard, ce livre, il a quasiment 10 ans lui aussi, il est vrai que beaucoup de ceux que j'ai décrits ont disparu. C'est des gens âgés. Mais c'était aussi pour montrer la permanence. Alors oui, c'est ce que je dis dans l'introduction, c'est que à la nuit tombée, dans les ruines, on continue à dresser la table. Et donc à maintenir un certain nombre d'usages, notamment l'art de la conversation qui se perd aujourd'hui, puisqu'on est dans le débat. Le débat, ça c'est chez tout le monde. Enfin, je veux dire, le débat, non. La conversation, oui. Le débat, non. Et donc, enfin, le débat, il faut le laisser aux débatteurs. Mais une conversation à la française, c'est pas un débat. Voilà, c'est pas un débat, c'est pas un affrontement. Voilà, comme disait Barbé d'Aurevilly que vous avez cité, on jette le dé de la conversation. Et à celui qui l'attrape et qui le. Donc, voilà. Et c'était un hommage. C'était un hommage. Alors, ça a été assez mal pris. Alors, il y a ceux qui s'y sont reconnus et qui n'ont pas aimé le portrait que j'en fais. Mais vous savez, on n'est jamais assez flatteur pour les gens.
Il y a ceux qui s'y sont reconnus auxquels je n'avais jamais pensé. Ça, c'est problématique, et de dire aux gens, mais non, c'était pas du tout vous à qui je pensais. Il y a ceux qui ne s'y sont pas vus et qui auraient aimé s'y voir. J'ai eu des lettres en disant, parfois, on vous a beaucoup reçu, on n'est pas dans les derniers mondains. Bah oui, parce que il me fallait à chaque fois, c'est des petites nouvelles, donc il me fallait une chute. Mais bon. Donc, ça m'a beaucoup dégagé de mes dîners en ville pendant quelques années. Puis, c'est revenu. C'est un livre que j'aime bien. Alors, il y a c'est pas un livre, c'est loin d'être un de mes succès par rapport aux ceux qui ont suivi. Mais il y a des petits aficionados des derniers mondains dans Paris. Mais c'est vrai que 10 ans après, une bonne partie de ceux dont j'ai décrit la vie ne sont plus là. Et oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une défense de l'aristocratie dans le sens aristocratie qui est le luxe contre le confort bourgeois, l'aristocratie qui serait une sorte d'échelle invisible qui relie les gueux aux preux et qui est finalement beaucoup plus proche du peuple que le sont les bourgeois. Comme dans surtout les nouveaux bourgeois. Les nouveaux bourgeois. Parce que les bourgeois anciens, les petits bourgeois. Les anciens bourgeois, ils s'aristocratisent. Voilà, c'est ça. Au bout de 3 générations, ils sont quasiment les mêmes manières que bon. Donc, et puis les mariages, les intermariages sont voilà. Non, ce qui est terrible, c'est les classes montantes, qui sont toujours les pires. Et donc, d'abord parce qu'elles sont mal élevées, et ensuite parce qu'elles ont la haine de ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce qu'on haïr de ce qu'on ne connaît pas. Et ça, je trouve que c'est une des grandes... c'est ce côté révolution culturelle, d'ailleurs, dans lequel nous sommes engagés, qui, moi, m'inquiète beaucoup. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Annie Ernaux ait le prix Nobel. C'est les petits malheurs de la petite bourgeoisie. C'est une littérature victimaire de... C'est le contraire de Proust, c'est le contraire de Barbé de Révy. Mais elle déteste Proust, elle l'a dit. On a donné donc le Nobel à une femme qui déteste Proust. Ça pose je trouve que c'est pas inintéressant. Et qui d'ailleurs se complaît dans le malheur petit bourgeois et en même temps est toujours à l'avant-garde des luttes woke, féministes. Enfin, c'est assez... Quand ça va pas dans le plus nauséabond. Voilà, c'est ça. Alors, on va parler rapidement de 2 autres livres, le dernier, et La Chambre des dupes. Alors, La Chambre des dupes, c'est assez amusant parce que c'est la cour de Louis XV, et quand on lit ça, on a l'impression qu'il y a presque une ressemblance avec la cour de Macron, que ça pourrait se relire, alors moins fourni, moins drôle, moins dépenseuse, mais il y a quelque chose de commun, quoi. Mais il y a quelque chose de commun entre toutes les cours, qu'elles soient monarchiques, qu'elles soient républicaines ou impériales. Nous sommes dans un pays où le pouvoir et nos institutions sont monarchiques. Et donc, alors évidemment, les costumes sont moins chamarrés, il y a moins de monde. Heureusement, ça coûte moins cher quand même. Mais c'est la même chose parce que je suis convaincu qu'il y a des constantes ontologiques dans la relation des hommes avec le pouvoir. Et la 5e est une république monarchiste aussi. Mais la 5e, c'est pour moi... Enfin, c'est amusant cette révérence que nous avons avec la République parce que d'abord les républicains de 1880 cracheraient sur la Ve République, mais même ils la combattraient. On a oublié, hein, mais les Ferry, les Gambetta, tous ces grands pères fondateurs de la République détesteraient la Ve République. D'ailleurs parce qu'ils n'ont jamais voulu d'une République dont le chef serait élu au suffrage universel, comme l'avait été Napoléon Bonaparte en 1848. Donc, et la Ve République, d'abord, je rappelle qu'elle est le seul texte constitutionnel français qui n'ait pas été voté par une constituante, mais élaboré par quelques hommes, autour de Debré, et avalisé par le plébiscite. Donc, elle est, pour moi, la synthèse parfaite, et pour le général de Gaulle, qui avait ça en tête, évidemment, car il ne faisait rien sans référence à l'histoire, entre la charte de 1830 et la constitution impériale de 1852. Oui, parce qu'il avait vu que ce qui marchait bien, c'est la monarchie constitutionnelle et l'Empire. La monarchie constitutionnelle, le bicaramérisme, le suffrage universel. Voilà. Et l'onction régulière par le plébiscite, on appelle ça le référendum. Alors, il faut dire quand même qu'est-ce que c'est la Chambre des dupes. C'est Louis XV qui va à la guerre, qui emmène ses maîtresses, qui est très mal vu. Pourquoi on ne voulait pas qu'il y ait de femmes à la guerre ? Pas de femmes à la guerre, même la reine n'est pas... Voilà. C'est un monde d'hommes pour les hommes, et la présence des femmes n'y est pas tolérée. Alors, à plus forte raison, de femmes qui sont en fait couchent avec le roi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on considère que c'est les délices de Capoue, c'est-à-dire que le chef de guerre peut pas baiser. Voilà. Mais en plus, il est parti avec des sœurs. Les 2 sœurs, les sœurs de Maïnel. Il a couché avec les 4 sœurs. Donc
alternativement, en même temps. C'est un homme d'habitude, Louis XV. Ouais. C'est pas le... Et donc, il tombe malade. Et là, et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce huis clos pesant, où il est dans sa chambre, on pense qu'il va mourir. Lui aussi est persuadé qu'il va mourir. Et c'est donc tout le balai des cabales, on appelait ça les cabales, on dirait les partis aujourd'hui, hein, autour de lui, c'est-à-dire les princes du sang, les dévots, les familiers, et les maîtresses qui sont ballottées, et l'Église qui veut reprendre la main sur le roi au bord et donc on va lui faire quelque chose qui d'ailleurs est théologiquement, j'allais dire, inacceptable. Hein. On lui fait un chantage au viatique, c'est-à-dire que s'il ne renvoie pas ses maîtresses, s'il ne fait pas amende honorable publiquement, c'est tout à fait contraire à l'esprit de la confession. Voilà, on est dans le totalitarisme, parce que sa vie privée ne regarde que lui-même, fut-il chef de l'État. Et donc, il est pris entre la peur du diable et l'amour des femmes. Et il y a aussi le fait qu'on ne voulait pas que le roi tombe malade. Ce serait mal vu. Je crois que c'est pas Louis XIV qui disait le roi. Non, nous ne sommes pas comme les particuliers, nous ne sommes jamais malades, nous mourrons. Voilà, c'est ça. Donc, mais oui, mais sauf qu'il est malade et ça va durer très longtemps. En fait, on ne sait pas ce qu'il a eu. Certainement, soit une infection, soit une insolation, c'est pas très bien. Mais comme il était tout à fait hypochondriaque, et puis surtout, il était soigné à la saignée. Et en fait, c'est lorsqu'un bon médecin, chirurgien de campagne, appelé par le duc de Richelieu, vient voir en secret le roi, lui tâte le ventre, se rend compte que ce n'est pas une occlusion intestinale, donc qu'il n'y a pas de risque, et qui voit qu'il est totalement affaibli. Alors, il va lui préparer une potion dont on a gardé la recette, d'ailleurs, alors qu'il y a un truc, je pense que, en termes de remontant, ça doit pas être plus, on ne peut pas faire plus fort, je pense. Peut-être la cocaïne, mais on ne l'avait pas sous la main. Et donc, voilà. Et alors, le roi, évidemment, retrouve ses forces, on arrête de le saigner, et petit à petit, il retrouve ses forces. Après, il a un problème psychologique à régler, comme quand il y aura l'attentat de Damien. Mais voilà. Donc, ça se finit tragiquement. Bon. Mais si vous voulez, pour moi, je vous disais que dans les scènes de la vie quotidienne, le second personnage de mon livre, c'était l'Élysée. Là, le premier personnage, c'est la cour. Ce que j'ai voulu, c'est décrire la cour. Comment ça fonctionne, comment ça marche. Voilà. Et alors, vous avez cette chose dans le roman historique, plus que du côté Saint-Simon ou de Dumas, c'est-à-dire que vous n'inventez pas. Vous avez une obsession de la vérification. On pourrait croire qu'il y a des choses très romancées. En fait, tout est vérifié, toutes les paroles dans le texte ont été dites. Et tout est très vrai, quoi. Vous n'êtes pas du tout comme ces gens qui écrivent des romans historiques et qui inventent. Qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, c'est ça. Non, moi, c'est presque une œuvre de chercheur, dans certains cas. Alors, en fait, le travail est un travail de chercheur et l'écriture est un travail d'écrivain. Voilà. C'est en ça que c'est de la littérature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord, je me permets de rentrer dans la tête des personnages, donc déjà là, on est dans la littérature, même si c'est évidemment historiquement. Et c'est la mise en scène. Voilà. La mise en scène, je m'en réserve mais je n'invente rien, je vérifie tout, les lieux, les décors, les costumes, les paroles. C'est un peu à la Mérimée, quoi. C'est une façon qu'on a aussi d'apprendre l'histoire qui est aujourd'hui un peu oubliée. Totalement. C'est pour ça que j'ai du succès. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, à l'école, déjà, l'élève doit construire lui-même son cours. Ensuite, or, l'histoire n'est rien d'autre qu'un récit. Voilà. Avant, l'histoire, on faisait le professeur parlait, on apprenait par cœur, on apprenait. Oui, mais maintenant, on est dans Moi, je me souviens de mes professeurs en Hippocagne, etc., me racontant le traversée des Alpes par Hannibal, l'assassinat de Jules César, la prise du pouvoir par Louis XIV en 1961. On était captivés. On était captivés. Alors après, il rajoutait les ajouts, évidemment, et les apports de la science des l'histoire des annales, la démographie, l'économie, etc. Mais il faut bien que ça tienne sur un fil. Sinon, c'est comme le linge, ça ne tient pas. Maintenant, l'élève doit faire son cours, l'élève doit poser des questions, doit faire des ateliers. Il n'y a plus du tout ce grand récit qu'on apprend par cœur, qu'on note et qui passionne. Et qui reste à vie. Donc, on est dans un magma. D'ailleurs, c'est assez amusant, je crois que c'est vos romans historiques qui ont le mieux marché. Oui. Alors, le livre sur Sarkozy avait bien marché, mais comme m'avait dit gentiment le président, quand à partir de maintenant vous me mettez en tête de gondole, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais c'est vrai que c'est mes romans historiques qui marchent. Voilà, L'été des 4 rois qui racontait la révolution de 1830. Énorme succès. Et ce qui me touche beaucoup,
c'est que, parce les gens aimables me qualifient d'écrivain évidemment bourgeois, donc pour un public bourgeois. Bon. Or, ce qui me touche beaucoup, c'est que je suis quasiment autant lu en poche qu'en grand format. Ah oui, Voilà. Mais alors, L'air était tout en feu. Ça part d'une période assez particulière, car très courte, la Régence, c'est 7 ans, mais en même temps qui a été fondamentale et déterminante. Et vous dites, ce qui vous intéresse aussi dans l'histoire, c'est de prendre des périodes qu'on ne connaît pas forcément très bien, et de montrer comment ces moments... Les anfractuosités. Voilà, un peu ambigus aussi, c'est les moments où tout n'est pas gris ou noir ou blanc, où tout est un peu gris. De montrer comment ces moments-là vont être déterminants, essentiellement. Alors en fait, moi ce que j'aime m'attaquer à ces moments où les choses en avaient été un peu... voilà, on pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, et des événements qui ont été un retentissement énorme à leur époque et que nous avons totalement oublié. La Révolution de 1830, écrasée entre 1789 et 1848. Les scènes de Metz, écrasées entre le règne de Louis XIV et le règne de Louis XVI. Et là, cette régence, notamment cette conjuration un peu folle contre le régent par la duchesse du Maine, tout le monde l'a oublié. Mais c'est pourtant une période essentielle parce que c'est une période qui d'une certaine façon, solde l'héritage politique et économique du roi Soleil, dont le soleil qui avait un peu pâli d'ailleurs, pour rentrer dans ce que nous appellerons le siècle des Lumières. Et donc avec un personnage très étonnant qui est le régent, qui cache derrière son indolence, son goût des plaisirs, des parties fines, de la musique. Bon. Il faisait pas Rabelais à la messe, non? Si. Ouais, c'est-à-dire que quand, sous le regard du roi, à la place de son missel, il avait fait relier Rabelais comme un missel voilà. Et donc il est évidemment en plus libre penseur, enfin il a tous les... Et derrière cette image, qui va lui coller à la peau d'ailleurs, qui est encore de légèreté, il y a un homme d'État absolument visionnaire, qui renverse les alliances diplomatiques, qui tente de modifier le fonctionnement du pouvoir, qui va créer un système bancaire qui n'existait pas, de là une inflation qui va lui permettre de rembourser toutes les dettes de son oncle. Et ça en un septennat. En un septennat. Et établir ce qui sera le beau XVIIIe siècle. C'est-à-dire, parce que malgré tout, la politique du régent va perdurer jusqu'à la guerre dont on parlait tout à l'heure en 1744, à la guerre de succession d'Autriche. C'est que quand même, pendant près de 30 ans, la France est en paix. Est en paix. Le cardinal de Fleury ne faisant que prolonger la politique du régent. Et donc... ça permet l'essor de notre démographie, de notre puissance formidable économique à l'époque, et sans tirer un coup de fusil, d'apparaître comme le point d'équilibre. Et il y a cette idée de solder la dette grâce à l'inflation. Ah bah oui, comme aujourd'hui. Voilà. Et alors on va finir sur ça. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur un incendie qui rappelle énormément celui qu'on a connu à Notre-Dame, parce que c'était l'incendie du Petit Pont. Alors c'était une dame qui devait, je crois, son fils était mort dans l'incendie de Versailles, alors elle devait se promener avec une bougie pour l'ouvrir. Sauf que la bougie, un bateau prend feu, le bateau s'encasse dans le Petit Pont, et Notre-Dame a failli le brûler. Oui. L'île de la Cité, qui était à l'époque entièrement construite en bois, parce que c'était encore la ville du Moyen-Âge, qui sera totalement rasée par le baron Haussmann. Aujourd'hui, on peut pleurer sur le pittoresque de la chose, mais enfin, à l'époque, ça tenait plus debout. Et donc, c'est sauvé en fait par un bâtiment médiéval qui se trouve là au milieu, donc il va arrêter le feu, puis le vent tourne. Donc, mais ce petit pont était le centre du commerce du luxe depuis le XVIe siècle. Et donc pour les Parisiens, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'on jette par les fenêtres, c'était un pont habité, comme le Ponte Vecchio par exemple, et donc tous ces marchands jettent des choses très précieuses, des tissus, et donc tous les Parisiens accourent, et ça a failli virer à l'émeute, et le régent a envoyé la garde pour et avec cette même idée que ce qu'on a connu au moment de l'incendie, que des grands malheurs comme ça, il faut s'en repaître. Il y a même des personnages très étonnants, cette duchesse du Maine qui mesure 1m45, une sorte de bas bleu en même temps très intellectuelle, en même temps complètement folle. Oui. Et qui est à elle seule un démenti à une vision genrée de l'histoire, parce que elle ne se voit pas comme une femme. Elle se voit pas comme une femme. Elle se voit comme une princesse du sang. Et donc elle est très supérieure à tout homme qui n'est pas prince du sang.
Voilà. Donc, elle n'est pas du tout soumise. Elle est pas. Son mari est un bâtard, autant dire que c'est rien. Son amant est cardinal, c'est rien. Ces hommes-là ne sont pas du sang de Saint-Louis, ou en tout cas par la bâtardise, autant dire que c'est voilà. Donc, et évidemment, comme elle a été mariée de force, enfin contrainte et forcée à son mari, elle essaie de le remonter dans la cascade des mépris pour le tirer avec elle jusqu'au pied du trône. Mais partout, sa supériorité de princesse du sang éclate et elle va penser même que ce sang royal l'autorise à trahir son pays. Voilà, en manigançant un soulèvement d'ailleurs qui ne se soulèvera pas avec l'Espagne. Alors, ça s'appelle L'air était tout en feu, et c'est dans toutes les librairies. Mais écoutez, Camille Pascal, mille merci C'est moi qui d'être venu parmi nous. Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.